Je transcriais des devoirs quand j'ai reçu les papiers de divorce de ma femme. Confus, je l'ai appelée pour savoir ce qui se passait. Elle a dit qu'elle en avait fini avec notre vie simple, mais lors de la réunion finale, mon avocat est entré et a dit « Monsieur, ils ne savent rien pour les 800 millions. » La plupart des hommes découvrent l'infidélité de leur femme grâce à du rouge à lèvres sur un col de chemise ou un message texte suspect. J'ai découvert la mienne par un document légal arrivé un jeudi après-midi alors que je corrigeais des copies dans mon bureau à la maison. L'enveloppe était épaisse et officielle, envoyée par « Meurtier et Associés », un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce et une proposition de garde tellement unilatérale qu'elle aurait été risible si elle n'avait pas concerné mes 2 filles. Je m'appelle Michel Dubois. J'ai 47 ans. J'enseigne l'histoire au lycée à Lyon. Je conduis une Peugeot 308 de 2012. J'habite une modeste maison de 3 chambres dans un quartier de classe moyenne. Et jusqu'à il y a 6 semaines, je croyais que ma femme, Sophie, m'aimait pour exactement ce que j'étais. Si vous avez déjà vu quelqu'un vous sous-estimer complètement, abonnez-vous. Cette histoire va vous montrer exactement à quoi cela ressemble lorsque tout s'effondre. Laissez-moi vous parler de la vie que j'ai choisie. J'ai grandi à Bordeaux. Mon père a immigré de Chine dans les années 1970 et a bâti une petite entreprise de composants technologiques à partir de rien. Au moment où j'étais à l'université, cette petite entreprise était devenue quelque chose de considérablement plus grand. Lorsque mon père est décédé il y a 12 ans, il m'a tout laissé. L'entreprise valait environ 340 millions d'euros. J'avais 35 ans et j'étais soudainement l'un des hommes les plus riches du sud-ouest de la France, que presque personne n'avait jamais entendu parler. J'ai pris une décision ce jour-là qui définirait la décennie suivante de ma vie. Je ne voulais pas être connu pour mon argent. Je ne voulais pas de relations basées sur la richesse, le statut ou les attentes. Je voulais quelque chose de réel. Alors, j'ai placé tout dans un trust inattaquable géré par une société à Paris. J'ai pris un salaire modeste, suffisant pour vivre confortablement, mais pas de manière extravagante. J'ai gardé le nom de mon père loin de tout ce qui était public. J'ai choisi de devenir professeur d'histoire car j'ai toujours aimé cette matière, et j'ai construit une vie qui ressemblait exactement à ce qu'elle était, simple, honnête et délibérée. J'ai rencontré Sophie 3 ans après la mort de mon père. Elle était hygiéniste dentaire. Elle avait un rire qui ressemblait à des carillons éoliens. Et elle aimait les vieux films et les marchés fermiers du dimanche matin. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Je ne lui ai jamais parlé du trust, de l'entreprise ou des 340 millions d'euros placés dans des comptes soigneusement gérés. Je me disais que je protégeais quelque chose de pur. Je me disais que j'étais prudent. Je me disais beaucoup de choses qui se sont avérées vraies d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un domaine viticole de la vallée de la Loire. 50 invités, des vœux écrits à la main, une réception qui s'est terminée par une danse sous des guirlandes lumineuses. Sophie portait une robe qu'elle avait trouvée dans une friperie. Et elle a pleuré pendant notre première danse. Et je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde. Nous avons acheté la maison à Lyon 6 mois plus tard. 3 chambres, un toit vieillissant, un jardin avec un potager. Sophie a dit qu'elle commencerait à y travailler, mais ne l'a jamais fait. Nous avons eu 2 filles, Emma et Chloé, maintenant âgées de 9 et 7 ans. Je les ai entraînées à leur match de football. Sophie travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire du centre-ville. Nous vivions de mon salaire d'enseignant et de ses revenus. Nous avons fait un budget serré. Nous conduisions des voitures d'occasion. Nous prenions des vacances sur la côte atlantique au lieu d'aller en Europe. Pendant 9 ans, c'était exactement la vie que j'avais choisie. Calme, authentique, ancrée. Puis Sophie a commencé à travailler tard le jeudi. Elle avait rejoint un club de lecture, disait-elle. Un groupe de femmes du cabinet dentaire se réunissant pour discuter de romans et boire du vin. Je l'encourageais. Je pensais que c'était bien pour elle d'avoir quelque chose en dehors de nos routines familiales. Je faisais dîner les filles le jeudi et je les aidais à faire leurs devoirs, sans jamais me demander pourquoi elles rentraient sentant légèrement un parfum qui n'était clairement pas du vin. L'enveloppe est arrivée un jeudi. Les filles étaient à l'école. J'avais une période de libre et j'étais rentré pour préparer une conférence de l'après-midi sur la Révolution française. J'ai ouvert l'enveloppe dans ma cuisine et j'ai lu la première page 2 fois car mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que mes yeux voyaient. Sophie Dubois déposait une demande de divorce.
Elle demandait la garde principale de nos 2 filles. Elle réclamait la moitié de tous les biens matrimoniaux, la maison, et une pension alimentaire mensuelle. Le document citait des différends irréconciliables et une distance émotionnelle. Il était signé par elle et notarié 3 jours plus tôt. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai lu les 27 pages. La liste des biens était exhaustive, notre compte courant joint, notre modeste épargne, la maison évaluée à son taux actuel du marché, ma pension d'enseignant, ma Peugeot 308, tout ce que nous possédions ensemble, divisé précisément en 2. C'était raisonnable, légalement solide, et basé sur une incompréhension totale de la réalité. Il y avait un mot agrafé à la dernière page, écrit à la main dans l'écriture bouclée de Sophie. Elle disait qu'elle était désolée. Elle disait qu'elle avait essayé de faire fonctionner les choses. Elle disait qu'elle espérait que nous pourrions rester civils pour le bien des filles. Elle disait que son avocat la contacterait pour organiser une médiation. Son avocat s'appelait Bernard Meurtier, de Meurtier et Associés, le même nom sur le papier a en tête. Je n'ai pas appelé Sophie. Je n'ai pas crié, cassé quelque chose ou conduit jusqu'à son cabinet dentaire. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant environ 45 minutes, complètement immobile, pensant aux 9 années de club de lecture du jeudi. Puis j'ai appelé mon avocat, pas un avocat spécialisé en divorce, mais mon avocat gestionnaire de trust, un homme nommé Robert Dubois, qui travaillait pour la société parisienne qui gérait le patrimoine de mon père depuis 12 ans. J'ai dit à Robert que j'étais divorcé. Je lui ai dit que Sophie n'avait aucune idée du trust, de l'entreprise ou de quoi que ce soit. Robert est resté silencieux un long moment. Puis il m'a posé une question. Voulais-je continuer à protéger cette information ou voulais-je procéder à une divulgation complète? J'ai pensé à Emma et Chloé. J'ai pensé aux 9 années d'une vie que j'avais construite délibérément. J'ai pensé au jeudi soir et à ce parfum qui n'était pas du vin. J'ai dit à Robert que je voulais attendre. Je voulais voir exactement comment cela allait se dérouler. Je voulais comprendre à quoi j'avais réellement affaire avant de prendre des décisions sur ce que je devais révéler. Robert a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il préparerait la documentation mais ne déposerait rien tant que je ne lui aurais pas donné d'instructions explicites. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Sophie est rentrée ce soir-là à l'heure habituelle. Elle est entrée dans la cuisine où je préparais des pâtes avec les filles, et elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas exactement de la culpabilité. C'était plutôt de la détermination. Elle m'a demandé si nous pouvions parler après que les filles se soient couchées. J'ai dit, bien sûr. Nous avons dîné comme nous l'avions fait 1000 fois auparavant. Emma a parlé de son projet scientifique. Chloé s'est plainte d'un garçon de sa classe qui lui volait ses crayons. Sophie a passé la salade, resservi les verres d'eau et joué le rôle d'une mère lors d'un dîner de famille avec un tel professionnalisme que seule la pratique permet. Après que les filles se sont endormies, Sophie s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Elle a dit qu'elle savait que j'avais reçu les papiers. Elle a dit qu'elle était désolée de la façon dont j'avais découvert, mais qu'elle n'avait pas su faire autrement. Elle a dit que nous nous étions éloignés. Elle a dit qu'elle tenait toujours à moi, mais qu'elle n'était plus amoureuse. Elle a dit qu'elle espérait que nous pouvions rendre cela aussi facile que possible pour tout le monde, surtout pour les filles. Elle a dit que son avocat lui avait recommandé la médiation et qu'elle pensait que c'était la bonne approche. J'ai écouté sans interrompre. Quand elle a fini, je lui ai posé une question. Y avait-il quelqu'un d'autre? Elle a hésité une fraction de seconde. Puis elle a dit non. Elle a dit que cela concernait nous, notre relation, le besoin de quelque chose de différent dans sa vie. Elle l'a dit avec conviction, avec un professionnalisme sincère. Elle mentait et nous le savions tous les deux, et cela ne la dérangeait pas que je le sache. Je lui ai dit que j'accepterais la médiation. Je lui ai dit que je voulais ce qu'il y avait de mieux pour les filles. Je lui ai dit que nous pouvions régler cela comme des adultes. Elle a semblé soulagée. Elle a effectivement semblé soulagée. Elle a dit qu'elle était contente que je sois raisonnable. Elle a dit que Bernard lui avait dit que ces choses pouvaient mal tourner, mais qu'elle savait que je ne serais pas ce genre de personne. Bernard, son avocat, l'homme dont le parfum elle portait chez elle tous les jeudis depuis Dieu sait combien de temps. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond et à penser au mot « raisonnable », à 9 ans de choix de simplicité délibérée, à une femme qui m'avait aimé pour celui qu'elle pensait que j'étais et qui me quittait maintenant exactement pour la même raison. Le lendemain matin,
j'ai appelé mon frère David. David Dubois, avocat d'affaires à Marseille, la seule personne, en dehors de Robert Dubois, qui connaissait l'étendue complète de ce que notre père avait laissé derrière lui. Je lui ai tout raconté. Les papiers de divorce, la liste des biens, les clubs de lecture du jeudi, l'avocat Bernard Meurtier. David est resté silencieux longtemps. Puis il a commencé à rire. Pas un rire cruel, juste le rire profond et épuisé d'un homme qui vient d'entendre quelque chose d'aussi absurde que cela en devient amusant. Il a dit que Sophie était sur le point de passer la pire journée de sa vie, et elle n'avait aucune idée que cela arrivait. Il a dit que je devrais laisser les choses se dérouler exactement comme elle les avait prévues. Il a dit que je devrais aller à la médiation, être coopératif, être raisonnable. Il a dit que je devrais la laisser penser qu'elle comprenait exactement ce qu'elle divisait en deux. Puis, au moment précis, je devrais laisser Robert Dubois se présenter. J'ai suivi les conseils de David. J'ai accepté la médiation. Je suis arrivé à la première séance chez Meurtier et Associés, avec un dossier contenant des copies de tous nos documents financiers communs. Sophie était déjà là avec Bernard Meurtier, qui s'est avéré exactement être ce à quoi je m'attendais, la quarantaine bien entamée, costume cher, poignée de main assurée, alliance visiblement absente. Il m'a salué avec courtoisie professionnelle et une légère condescendance qui suggérait qu'il avait déjà décidé que je serais facile à gérer. Les séances de médiation se sont déroulées sur 3 semaines. Nous nous sommes rencontrés 2 fois. Bernard a fait la majeure partie des discussions pour le côté de Sophie. Il était doux, expérimenté, compatissant. Il parlait de division équitable, des intérêts des filles et du maintien de la stabilité pendant une transition difficile. Il a proposé que Sophie garde la maison puisque les filles y étaient installées. Il a suggéré que je prenne la voiture et la moitié de l'épargne. Il a calculé la pension alimentaire basée sur mon salaire d'enseignant. Tout était raisonnable, équitable, conçu pour paraître généreux, tout en donnant à Sophie exactement ce qu'elle voulait. J'ai accepté presque tout. J'ai demandé plus de temps avec les filles, une garde partagée plutôt qu'une garde principale. Bernard et Sophie ont consulté discrètement et ont accepté. J'ai demandé à conserver ma pension d'enseignant intacte. Bernard a dit que c'était juste. J'étais coopératif, raisonnable, exactement le genre de personne que Bernard avait dit à Sophie que je serais. J'ai observé leurs échanges de regards par-dessus la table. De petits moments de satisfaction. Ils pensaient que cela se déroulait exactement comme prévu. Lors de la 2e séance de médiation, Bernard a présenté l'accord final de règlement. Il était clair, complet, prêt à être signé. Tout divisé, tout comptabilisé sur la base d'actifs totalisant environ 425 000 €. La maison, les voitures, les comptes, la pension. Une vie confortable de classe moyenne divisée précisément en 2. Sophie recevrait environ 285 000 € de valeur totale, maison comprise. Je recevrais le reste. Nous partagerions la garde. Elle recevrait une modeste pension alimentaire pendant 3 ans. Bernard a glissé le document sur la table avec un stylo. Il a dit qu'une fois que nous aurions tous deux signé, nous pourrions le déposer auprès du tribunal et finaliser ce processus efficacement. Il a dit qu'il pensait que nous avions atteint un accord juste. Sophie a hoché la tête. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou du soulagement. Elle était prête à aller de l'avant avec sa vie, avec Bernard, avec tout ce qu'elle pensait gagner en partant. J'ai pris le stylo. Puis je l'ai reposé. J'ai dit que j'appréciais le travail de Bernard, mais que je devais m'assurer que nous avions tout pris en compte. J'ai dit que je voulais être rigoureux. J'ai dit que j'avais demandé à mon avocat de revoir le règlement, juste pour m'assurer que nous n'avions rien d'important oublié. L'expression de Bernard a légèrement changé. Il a demandé si j'avais retenu un conseil. J'ai dit que oui, juste quelqu'un pour examiner les documents. Rien d'agressif. Bernard a dit que c'était très bien mais inutile. Il a dit que tout était simple. J'ai accepté. J'ai dit que je voulais juste être prudent. J'ai dit que mon avocat les contacterait. Sophie avait l'air confuse. Elle a demandé pourquoi j'avais besoin d'un avocat si nous avions déjà tout accepté. Je lui ai dit que je voulais juste m'assurer que les filles étaient protégées. Elle a accepté cela. Bernard a accepté cela. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire. Robert Dubois a appelé le cabinet de Bernard Meurtier le lendemain.
Il s'est présenté comme mon conseiller juridique. Il a dit qu'il avait examiné le règlement proposé. Il a dit qu'il semblait y avoir certains actifs qui n'avaient pas été inclus dans la division. Bernard, selon Robert, avait été poli mais dédaigneux. Il avait dit que tous les biens matrimoniaux avaient été pris en compte. Robert avait dit qu'il ne pensait pas que ce soit exact. Il avait dit qu'il allait envoyer des documents supplémentaires. La documentation est arrivée chez Meurtier et Associés 2 jours plus tard. 147 pages de documents de trust, de déclaration d'entreprise, d'évaluation d'actifs et de relevés financiers. Le trust que mon père avait établi. L'entreprise qui générait tranquillement des rendements depuis 12 ans. Les comptes qui étaient passés de 340 millions à un peu plus de 800 millions grâce à une gestion prudente et à la croissance du marché. Tout ce que je n'avais jamais dit à Sophie, tout ce qu'elle n'avait jamais demandé, tout ce qu'elle supposait ne pas exister parce que je conduisais une Peugeot 308 et enseignais l'histoire au lycée. Robert m'a appelé cet après-midi-là. Il a dit que Bernard Meurtier l'avait appelé 3 fois. Il a dit que Sophie avait appelé Bernard environ 7 fois. Il a dit qu'il allait y avoir une réunion d'urgence et que je devrais probablement me préparer. La réunion a eu lieu 2 jours plus tard. Même salle de conférence, énergie différente. Sophie avait l'air de ne pas avoir dormi. Bernard avait l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait considérablement mal calculé. Ils se sont assis en face de moi et de Robert, et l'air dans la pièce était si tendu qu'il semblait physique. Bernard a commencé à parler des exigences de divulgation complète, des biens matrimoniaux et des biens communautaires, du droit de Sophie à la moitié de tout ce qui avait été accumulé pendant le mariage. Robert a écouté patiemment. Puis il a commencé à parler des trusts prénuptiaux, des biens détenus séparément, des structures juridiques prudentes conçues spécifiquement pour rester en dehors des biens matrimoniaux, de la succession de mon père et des décisions que j'avais prises il y a 12 ans. Du fait que le trust avait été établi avant même que je ne rencontre Sophie, du fait qu'un seul euro de l'argent du trust n'était jamais entré dans nos comptes conjoints ni n'avait été utilisé pour des dépenses maritales. Bernard a essayé d'argumenter. Il a parlé de confusion des fonds, de style de vie et de contributions implicites. Robert a démantelé chaque argument avec la précision qui vient de 30 ans de droit successoral. Le trust était étanche. La séparation était absolue. Sophie n'avait aucun droit légal sur rien de tout cela. Ce à quoi elle avait droit était exactement ce qui avait été décrit dans le règlement initial. La maison, la voiture, les comptes conjoints, la vie que nous avions construite sur mon salaire d'enseignant, l'existence modeste de classe moyenne qu'elle pensait quitter. Sophie n'a rien dit pendant longtemps. Puis elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais dit. Sa voix était calme, choquée. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. J'ai dit que je voulais construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne soit pas basé sur l'argent ou le statut, quelque chose basé sur qui nous étions réellement. J'ai dit que je pensais que c'était ce que nous avions. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, comme si 9 ans s'étaient évaporés et qu'elle me voyait pour la première fois. Bernard a essayé de se rattraper. Il a parlé de négociations et de règlements raisonnables. Il a suggéré que même si le trust était séparé, il y avait d'autres considérations. Les filles, le style de vie auquel elles étaient habituées, les contributions de Sophie au foyer. Robert a dit, j'étais heureux de discuter de la pension alimentaire pour enfants. Il a dit, je voulais que les filles aient tout ce dont elles avaient besoin. Il a dit, j'étais prêt à être généreux pour leur éducation, leurs activités, leur avenir. Il a dit que la revendication de Sophie sur quoi que ce soit au-delà de cela était inexistante. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Sophie a obtenu la maison et la moitié des comptes conjoints, exactement comme initialement proposé. J'ai obtenu la garde partagée des filles. J'ai mis en place des trusts d'éducation pour Emma et Chloé qui couvriraient l'école privée, l'université, les études supérieures, tout ce dont elles avaient besoin. J'ai payé les frais d'avocat de Sophie car Robert a dit que c'était la chose décente à faire. Je n'ai pas payé de pension alimentaire car son avocat avait essayé de réclamer la moitié de 800 millions d'euros et le tribunal n'avait pas été conciliant. Sophie a emménagé avec Bernard Meurtier dans la maison 6 semaines après la finalisation du divorce. J'en ai entendu parler par Emma, qui l'a mentionné négligemment lors d'une visite le week-end. Je n'ai pas réagi. Je lui ai demandé si elle aimait Bernard. Elle a dit qu'il était gentil, mais qu'il parlait beaucoup de lui. Je lui ai dit que c'était honnête de sa part.
Chloé a dit que Bernard ne savait pas faire les pancakes correctement comme moi. Je lui ai dit que je ferais des pancakes tous les week-ends où elle resterait avec moi. J'enseigne toujours l'histoire au lycée. Je conduis toujours ma Peugeot 308 de 2012. J'habite toujours dans un appartement modeste dans le même quartier. Les filles restent avec moi une semaine sur 2 et nous dînons ensemble, faisons nos devoirs et regardons des films. Je n'ai pas changé ma vie. Je n'ai rien acheté d'extravagant, je ne me suis pas installé dans un manoir, ni fait rien de ce que Sophie imaginait probablement que je ferais une fois le divorce terminé. J'ai choisi cette vie délibérément et je la choisis toujours. Sophie m'appelle parfois, pas souvent. Généralement pour des questions logistiques concernant les filles. Sa voix est différente maintenant. Prudente. Il y a une distance en elle qui n'existait pas auparavant. Elle vit avec un homme qui gagne 200 000 € par an en tant qu'avocat spécialisé en divorce, et elle apprend ce que c'est que d'avoir mal choisi. Je ne suis pas cruel à ce sujet. Je suis poli, coopératif, concentré sur les filles. Je ne mentionne pas le trust, l'entreprise ou les 800 millions d'euros dont elle ignorait l'existence. Je n'en ai pas besoin. Bernard Meurtier exerce toujours le droit à Lyon. Je l'ai recherché une fois par curiosité. Il est spécialisé dans les divorces à gros patrimoine. J'ai failli rire. L'ironie était trop parfaite. L'homme qui avait essayé de diviser ma modeste vie d'enseignant en deux avait manqué la plus grande division d'actifs de sa carrière. Parce qu'il avait supposé que j'étais exactement ce que j'apparaissais être. Il avait été confiant, dédaigneux, certain qu'il comprenait l'étendue de ce qu'il avait à faire. Il s'était trompé d'une manière qui le hante probablement encore la nuit. À 47 ans, j'ai appris quelque chose sur la sous-estimation. C'est l'arme la plus puissante qu'une personne puisse avoir, car personne ne la voit venir. Sophie m'a regardé pendant 9 ans et a vu un professeur de lycée avec une voiture d'occasion et une maison modeste. Elle ne s'est jamais demandé s'il y avait autre chose. Elle ne s'est jamais demandé pourquoi j'étais si content avec si peu. Elle n'a jamais remis en question la simplicité délibérée de la vie que j'avais construite. Elle a juste supposé qu'elle comprenait tout ce qu'il y avait à savoir. J'ai choisi de vivre modestement. J'ai choisi d'enseigner au lieu de gérer. J'ai choisi de conduire une Peugeot au lieu d'une Mercedes. J'ai fait ces choix avec soin et avec intention. Sophie pensait que ces choix me rendaient petit. Elle pensait qu'ils me rendaient gérable. Elle pensait qu'ils me rendaient facile à quitter. Elle n'avait aucune idée que ces choix étaient la seule chose entre elle et une vie qu'elle aurait pu partager si elle avait simplement posé les bonnes questions. Elle a passé 9 ans mariée à l'un des hommes les plus riches de la région. Et elle l'a quitté pour un avocat spécialisé en divorce qui gagne une fraction de ce que je donne à des œuvres de charité chaque année. Elle a renoncé à 800 millions d'euros parce qu'elle pensait renoncer à 400 000 €. Elle m'a tellement sous-estimé qu'elle a détruit son propre avenir en essayant de le sécuriser. Je ne ressens pas de victoire à ce sujet. Je ressens quelque chose de plus calme. Je me sens comme un homme qui a construit quelque chose de réel et l'a vu s'effondrer, et a réalisé que les fondations n'avaient jamais été aussi solides qu'il ne le croyait. Je me sens comme un père qui élève ses filles pour qu'elles posent des questions et valorisent la substance avant l'apparence. Je me sens comme un professeur qui a appris la leçon la plus importante de toutes. Les gens sous-estimeront toujours les silencieux, les modestes, ceux qui choisissent la simplicité plutôt que le statut. Et lorsqu'ils réaliseront leur erreur, il sera déjà trop tard. Sophie l'a réalisé dans une salle de conférence avec 147 pages de documents de trust étalés sur la table. Bernard Meurtier l'a réalisé lorsque son offre de règlement confiante est devenue inutile. Ils ont tous deux appris la même chose en même temps. L'homme qu'ils pensaient comprendre complètement était quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Je fais toujours des pancakes pour Chloé un week-end sur 2. J'aide toujours Emma à faire ses devoirs d'histoire. Je corrige toujours des copies à ma table de cuisine et je conduis mes élèves au tournoi de débat dans une voiture plus ancienne que la plupart d'entre eux. Je suis toujours exactement celui que j'ai toujours été. La seule différence est qu'à présent, tout le monde sait qu'il y avait toujours plus à l'histoire. Ils n'ont jamais pris la peine de demander.